La ventilation, la nuit, la carbone masquée. Nous sommes live. Ça y est. Alors, bonjour à tous, à nos auditeurs. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir dans le cadre du sommet virtuel du climat pour notre conférence qui s'intitule FinTech, acteur clé de la transition énergétique et écologique. Alors, si au premier abord, vous ne savez pas exactement de quoi on parle, rassurez-vous. C'est un sujet innovant, nouveau, et on le pense très important pour le financement de la transition écologique. Alors, je suis ici avec trois collègues, trois intervenants qui ont accepté de se joindre à nous. Tam Tam Le de Climate Kick, Fouzi Ben Khalifa d'Origins.Earth et Jean Jouot de Descartes Underwriting. Merci beaucoup à vous. Vous aurez l'occasion de vous présenter tout de suite. Je voudrais tout d'abord faire une courte introduction pour bien planter le décor, le contexte et expliquer à tout le monde de quoi on va parler. Alors, pour commencer, le sommet virtuel du climat. Un grand merci aux organisateurs qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer en live devant un public qu'on voit, qu'on espère nombreux, divers et intéressés par la transition écologique. Le sommet virtuel du climat, c'est un projet de nombreux acteurs. J'avance un petit peu pour vous montrer les organisateurs. Donc, principalement l'ADEME, l'association Bilan Carbone. Pardon, j'ai un doute. L'ADEME, l'association Bilan Carbone, la fédération Sinov et le CEREMA. Donc un grand merci, avec beaucoup d'experts qui se sont mobilisés sur ce sommet, qui est entièrement virtuel. Donc c'est quand même très novateur et intéressant. Il y a plus de 31 webconférences qui sont organisées cette semaine. Vous avez peut-être assisté à d'autres conférences, un salon virtuel et plus de 100 experts du climat mobilisés pour donner leur retour d'expérience, partager leur activité au quotidien, et on est vraiment très fiers d'en faire partie. Alors, voici un peu la myriade d'acteurs qui se sont mobilisés cette semaine. Quelques consignes pour commencer. Donc, cette conférence sera disponible en replay. Vous pouvez poser vos questions et je ferai mon maximum pour les trouver et y répondre. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour échanger également. Et vous pouvez télécharger le support de présentation. Je pense que c'est tout pour les consignes. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Alors, notre sujet aujourd'hui, ce sont donc les FinTech. Ça signifie qu'on parle de finance et de technologie. On parle bien sûr de FinTech durable. Donc la finance, la technologie appliquée à la finance pour motiver la transition énergétique et écologique. Donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Finance for Tomorrow. Et notre objectif, c'est de réorienter les flux en direction de la transition. On estime, pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU, qu'il faut des investissements de l'ordre de 5 000 milliards de dollars par an. C'est très difficile de visualiser le volume, ce que ça représente comme ça. C'est des chiffres trop importants. En France, peut-être, pour se rattacher à nous, l'Institut pour l'économie du climat estime le manque d'investissement environ à peu près à 20 milliards par an. Donc, on voit qu'on a besoin de mettre de l'argent sur la table, de développer des projets, de réorienter les flux financiers pour la transition énergétique et écologique. Quand je dis pour, ce que je veux dire, c'est qu'il faut investir massivement dans les énergies renouvelables, dans la mobilité durable, dans l'agroécologie. Qu'est-ce que j'oublie? On aura le temps de revenir sur tous les secteurs de la transition écologique. On en parlera tous ensemble, mais en tout cas, il y a un vrai besoin d'investissement. Et une fois qu'on l'a identifié, malheureusement, il n'arrive pas tout seul. Il y a des difficultés.
qui nous empêchent de mener la transition et on a besoin de trouver des solutions rapidement. Face à l'ampleur des défis, ce qu'on croit, c'est qu'on a besoin de mobiliser notre capacité à innover pour imaginer des solutions nouvelles et changer d'échelle dans ce financement. C'est à ce moment-là qu'on pense que les fintechs peuvent apporter une solution en utilisant le digital pour trouver ces solutions. Finance for Tomorrow veut mettre la révolution numérique au service de la révolution verte. Et pour ça, voilà, on a besoin d'acteurs mobilisés dans l'écosystème. Donc, je remercie encore une fois les panélistes qui se sont mobilisés à mes côtés. Je vous propose de faire un premier tour de présentation assez court, puisqu'on aura l'occasion, plutôt personnel, puisqu'on aura l'occasion de revenir plus en détail sur chacun de vos projets absolument passionnants. Alors, on va essayer d'avancer avec les slides. Ouais, j'ai perdu mes slides. Ah, ça arrive. Hop. Ok, bon, j'ai eu peur, mais c'est revenu. Alors, si je suis les slides. Donc moi, je me suis déjà présentée, enchantée. Donc Tam Tam. Bonjour à tous, je suis Frank Kamley. Je vous prie de m'excuser pour cette voix caverneuse. On va dire que le climat de cette planète est enfiévré et malade et j'essaie de l'incarner d'un point de vue sonore. Donc, la présentation personnelle, je suis un musicien qui a mal tourné, qui est devenu ingénieur mathématicien et qui a fini par travailler donc, dans EIT Klimatkik, qui est la communauté européenne pour l'innovation face au changement climatique. Donc, quand je dis la communauté européenne, c'est le EIT désigne notre financeur principal, qui est aussi l'organisme qui nous supervise et qui nous a sélectionnés. Donc, c'est l'Institut européen d'innovation et de technologie. Et KIC est une abréviation pour Knowledge and Innovation Community, donc communauté de la connaissance et de l'innovation. Donc, en fait, c'est un grand défi de vouloir faire de l'innovation sur le climat qui n'est pas un champ de marché particulier, mais plutôt un certain nombre de marchés de niche émergents et puis beaucoup de marchés latents. Mais quand on dit marché, évidemment, on ne pense pas que marché commercial, on pense aussi marché, j'allais dire sociétal. Tout simplement, ce qui nous intéresse, c'est autant que le développement économique et le succès de nos startups, de nos projets d'innovation, c'est évidemment l'impact climatique, un impact climatique positif. Donc cette communauté, nous, on aura l'occasion d'en parler davantage. Mais depuis le début, parmi les 4 grands thèmes que nous avons choisis comme priorité, les 3 autres étant les transitions urbaines, l'utilisation des sols, l'agriculture forêt et l'économie circulaire, réindustrialisation, il y a toujours eu cet axe finance, décision métrique qui pour nous est extrêmement important. Et on se réjouit de voir que depuis en particulier la COP20 et la COP21, l'importance de la finance, non pas comme secteur à part qui a besoin de se verdir, mais vraiment comme acteur de toutes les transitions environnementales, écologiques et climatiques, est de plus en plus reconnue. Ce qui ne veut pas dire que le travail ne reste pas à faire. Donc, on espère contribuer à cette évolution et à ce changement des mentalités et des comportements. J'ai du mal à Bonjour, je suis Ivan Khalifa, je suis directeur général de Origin Earth, qui est une société dédiée à offrir aux villes les outils d'accélération de la transition énergétique et climatique. Pendant un certain nombre d'années, une bonne quinzaine d'années, j'ai été directeur d'un cabinet d'études et de conseil qui s'appelle Explicit et qui a contribué à l'élaboration de plan énergie-climat, de démarches de mobilisation territoriale et d'entreprise autour de ce qui ne s'appelait pas à l'époque la transition énergétique et climatique, mais est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Qui était dédié à accompagner les acteurs locaux, entreprises, collectivités locales sur l'exploitation de leur potentiel en efficacité énergétique, l'exploitation de leur potentiel en énergie renouvelable et préparer
une adaptation intelligente de leur territoire au changement climatique. Je dois dire que je salue l'initiative du sommet virtuel pour le climat parce qu'on est dans une séquence où il y a beaucoup d'informations désormais sur ces sujets et c'est quand même important que la parole puisse être donnée à une communauté plus large que quelques débats médiatiques sur nos sujets. Et là, on espère dans une position de vous proposer non pas des solutions, mais des approches qui vont être complémentaires les unes avec les autres. Il n'y a pas une solution. Vraiment, donc voilà, je salue cette initiative. Je reconnais derrière aussi un peu la patte de Damien Huette de la station Bilan Carbone, avec lequel on a beaucoup travaillé ensemble il y a quelques années chez Explicit. Et on partage un constat, c'est que le moment de la sensibilisation, on peut considérer qu'il a bien avancé, mais le modèle d'action et le modèle économique de cette transition, il reste encore à inventer. Donc, c'est la conviction d'Origin Earth que les outils liés à ce changement d'échelle sont encore à réaliser. C'est une démarche qu'on mène avec l'appui plein et entier de Climate Kick, le soutien financier et technique du groupe Suez, auquel le groupe Explicit a été rattaché. Et donc, il y a une place pour tous les acteurs, publics, privés, et on veut aussi avoir à nos côtés la population. C'est pour ça que le service qu'on développe vise à apporter à différentes échelles, citoyens, entreprises, collectivités, des niveaux d'information pour leur permettre leur transition. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Merci beaucoup. Bonjour, et du coup, moi, pour finir, on va peut-être passer le slide suivant. Donc, moi, je m'appelle Jean Jouot, je suis data scientist, et plus précisément climatologue et modélisateur du climat. Je travaille chez Descartes Underwriting, qui est une société également toute jeune, dans laquelle donc, on essaye de modéliser des risques climatiques dans le but de pouvoir assurer des entreprises contre tout type d'extrêmes un peu partout sur Terre. Donc, on balaye vraiment tout type de risques, ça peut aller des inondations aux feux de forêt, à la grêle, aux cyclones tropicaux. Et notre but est d'aider en fait ces entreprises, ces gouvernements parfois, à être plus résilients face au changement climatique en cours et face aux extrêmes. Voilà, je pense que peut-être qu'on détaillera un peu plus par la suite. Donc, On continue. une brève introduction. Merci beaucoup à tous. Alors, n'hésitez pas à nous faire signe s'il faut qu'on parle plus fort, on le prendra pas mal, d'accord? Donc, pour commencer, on voudrait vous présenter un peu le contexte, expliquer pourquoi on s'intéresse au sujet des fintech, pourquoi on essaye de soutenir ce secteur et pourquoi des entrepreneurs s'impliquent sur ce sujet. Donc, on va parler des enjeux de ce sujet et un bref état des lieux qui est vraiment un premier exercice d'état des lieux en Europe à développer très fortement encore. Sur les enjeux, donc la question est vraiment comment l'innovation technologique peut permettre d'accélérer le financement de la transition écologique, avec l'idée qu'avec un soutien financier, on peut développer des idées, développer des technologies, développer des modèles économiques, comme le disait Fouzi, pour mener la transition, limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Donc, je parlais des secteurs de la transition, on peut aussi parler en termes d'objectifs, construire une économie décarbonée et inclusive, limiter le réchauffement climatique, préserver la biodiversité qui s'érode dramatiquement. Pour cela, il faut, comme je disais, réorienter les flux financiers. L'idée d'utiliser la technologie pour réorienter les flux financiers, c'est de développer l'idée qu'il y a des barrières au déploiement financier, des barrières, des modèles économiques à inventer, des législations à mettre en place, des incitations économiques, trouver les bons projets. Mais on voit de plus en plus qu'on n'est pas vraiment dans un problème de technologie, on est plutôt dans un problème de mise à l'échelle. Et c'est pour ça que l'innovation en finance peut permettre de passer à l'échelle pour les technologies de l'économie réelle, les faire vraiment changer d'ampleur.
Donc, l'innovation en finance doit permettre de changer l'ampleur des technologies existantes sur le terrain pour le climat. Donc, sur la slide, vous voyez un petit, c'est pas un schéma, mais voilà, une représentation qu'on a mis en place dans le cadre de notre challenge FinTech, sur lequel on reviendra plus tard, pour essayer d'exprimer comment certaines technologies peuvent réussir à nous aider à régler des problèmes dans le secteur financier pour permettre voilà, de mobiliser à l'échelle les investissements. Donc, on a mis en avant le fait d'agréger des petits projets. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent que ce sont les petits projets qui ont beaucoup d'impact sur le terrain, mais que pour les financiers, c'est très dur d'aller voir le détail des petits projets, d'évaluer leurs risques, de passer du temps sur ces petits projets pour leur donner des financements. Malheureusement, c'est presque plus facile de lever 500 millions d'euros que 5 millions. C'est un problème dans le cadre de la transition. ESG, donc environnement, société, gouvernance. Ce sont les critères qu'utilisent les acteurs financiers pour analyser les projets et décider si leur impact est positif, voilà, s'ils s'inscrivent dans une économie décarbonée inclusive. Comment analyser ces données? Comment les trouver? Comment les mettre en forme? Comment trouver des solutions, des informations sur la base de ces données? C'est extrêmement difficile et on a besoin d'acteurs capables d'apporter ces solutions aux acteurs financiers. Le suivi des flux financiers. Comment on sait qu'un projet est financé par tel acteur? À l'inverse, comment on sait qu'un portefeuille d'investissement où on a parfois des milliers de titres financiers arrive directement vers certains projets, vers certaines entreprises? Aujourd'hui, un peu comme sur mon schéma, les flux se croisent, c'est très dur de les suivre, c'est un enjeu. Aligner l'offre et la demande de financement, s'assurer que les engagements qui sont pris par le secteur financier arrivent bien vers des projets qui ont besoin de financement, s'assurer que ceux qui en ont besoin trouvent des solutions pour se développer. Mesurer l'impact des financements, s'assurer qu'effectivement 10 euros mis sur la table servent bien à aller dans la bonne direction pour la transition. Mesurer les risques financiers climatiques. Donc ça, on reviendra un peu là-dessus, mais c'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte dans le secteur financier que le changement climatique va impacter les activités du secteur financier, que les risques, qu'ils soient physiques, donc les catastrophes naturelles ou de transition, si des réglementations sont mises en place, mais aussi des risques liés des risques plus juridiques, des risques de responsabilité, si des acteurs sont accusés d'avoir causé des impacts négatifs sur le climat. Comment les mesurer? Comment démontrer aux acteurs financiers qu'ils courent des risques face au climat et donc leur donner les incitations pour se protéger? Enfin, identifier les préférences ESG des épargnants, c'est s'assurer qu'on permet aux citoyens, avec leur argent, l'argent qu'ils travaillent au quotidien pour gagner, s'assurer que leur argent leur permet de s'impliquer dans la transition ou en tout cas de ne pas causer de tort. Pour tous ces objectifs, on a besoin de technologie parce qu'aujourd'hui, on y arrive, mais on n'y arrive pas assez, on n'y arrive pas assez vite. Et c'est pour ça qu'on pense que les technologies en finance peuvent apporter des solutions. Comme vous le voyez sur le schéma aujourd'hui, ce n'est pas si clair qui peut faire quoi. Et c'est pour ça qu'on étudie ce secteur. Je me tourne vers les intervenants pour peut-être savoir si vous avez des éclairages à apporter sur comment les technologies peuvent répondre à ces besoins, ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, si je peux me permettre de prendre la parole sur ce point-là, le mapping que vous faites cartographie un peu des enjeux que la FinTech au sens large essaye de traiter. Je dirais que je ne vais pas regarder la partie solution, même si elle est importante, blockchain, data, tout ça. Je dirais ce sur quoi Origin Earth et je pense Descartes et Dialectic partagent une conviction commune, c'est qu'on essaye avant tout d'identifier le problème auquel on doit répondre avant de venir avec une solution. Parce qu'on peut commencer à dire, oui, l'intelligence artificielle, le big data peut faire plein de choses, mais c'est l'objectif qu'on va définir au mieux, et c'est ça qui est important. Donc, les problèmes sur lesquels on souhaite travailler, après on met ça dans la fintech, tout ce qu'on veut, enfin, je n'ai pas de définition précise. On peut passer,
alors peut-être du climate tech, on peut dire de tech, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. Le sujet pour nous, c'est à quel défi on est confronté. Je résumerai pour ma part ainsi, c'est que dans un premier temps, je vais vous proposer une analogie. À l'échelle de ce que fait Origin Earth, c'est une tentative d'accompagner les villes sur cette transition climatique. Je vous propose de revenir en 1992. Pourquoi 1992, il y a une loi qui a en France donné 10 ans aux collectivités locales pour se mettre en ligne avec des objectifs de collecte et de valorisation des déchets. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en place cette feuille de route de transition sur la ressource locale qui était mal exploitée et qui a été un peu mieux après, il a été nécessaire de définir un modèle économique. On a mis en place la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les systèmes d'information. Où sont les potentiels? Qu'est-ce qu'on va collecter? C'est quoi la matière? On a besoin de savoir quels sont les flux du territoire, à quelle vitesse on va les collecter, comment on va le valoriser. On a besoin d'informer aussi la population, de donner des bons gestes, de savoir comment faire. On a besoin aussi d'avoir un suivi en continu de l'impact de ce qu'on fait. Est-ce que le panier moyen de déchets collectés évolue vers la baisse? Est-ce qu'on va... pour le CO2, pour la transition climatique, aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près... il y a 10 ans devant nous. Et là, pour le coup, les pouvoirs publics n'apportent pas nécessairement le modèle économique, tel que ça a été avec, sur les déchets, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tel que ça a été sur l'eau avec les redevances, tel que ça a été avec les transports en commun, avec le versement transport. Le débat est clos pour l'instant. La fiscalité carbone ne reviendra pas au territoire, ou du moins, il y a un partage qui sera, qui aujourd'hui n'est pas précisé, ou du moins n'est pas. Donc voilà, notre directeur du plan climat de l'agglomération X, il a un défi énorme et il n'a pas le système d'information, il n'a pas le système de mesure, il n'a pas le modèle économique et il n'a pas le système de communication avec la population. Donc la fintech, c'est un des éléments de cette brique, et ça doit s'intégrer avec le système de connaissances en amont et la capacité à identifier ces bons projets. Donc, dans notre cas, vraiment, notre priorité a été de se dire, si je dois piloter cette transition écologique sur mon territoire, comment mesurer? Et aujourd'hui, il y a une pléthore d'outils qui reposent sur de la donnée qui, parfois, met du temps à être collectée. C'est un travail que j'ai connu en tant que directeur du cabinet explicite. Pour livrer un bilan territorial, il vous faut 6 mois à 1 an, voire plus, avec des données qui sont collectées, je dirais, de façon différente d'un territoire à un autre, parce que les systèmes ne sont pas toujours de même nature. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre directeur du plan climat, qui veut cette transition, il a une image de la situation des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire qui a souvent quelques années de retard. Difficile pour lui de piloter avec une image qui est un peu sépia déjà, et puis un peu floue aussi, parfois, parce qu'il y a des incertitudes. Et vraiment, je ne sais pas s'il y a des chefs de projet plan climat qui nous écoutent, mais pour moi, vous êtes des héros, parce que amener la ville et le territoire à 2030 sur du moins 30, moins 40, moins 45%, avec une absence d'outils de mesure, d'outils de suivi et d'outils de valorisation, c'est un défi énorme. Un défi énorme. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je reviendrai après sur la solution qu'on développe, mais très franchement, la préoccupation, ce n'est pas de vous proposer des solutions, du moins, c'est de travailler à identifier le bon problème et savoir comment ça peut vous aider au quotidien. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'interagir sur la suite. Donc, je vois qu'il y a une question qui est, à laquelle je ne vais pas répondre immédiatement, mais qui va certainement alimenté le débat.
une question d'un auditeur qui est de savoir si le propos de Fouzi en particulier signifie que la réglementation actuelle n'aide pas à réorienter les flux financiers vers la transition. Alors, je ne sais pas quel est le point de vue de Fouzi là-dessus. Voilà. Je pense que, je dirais, il n'y a pas de réponse en noir et blanc à cette question. Oui, la réglementation est souvent un maillon faible de la transition énergétique actuellement, mais je me différencierais disons, du discours qui commence à être tenu par un certain nombre d'acteurs importants, d'ailleurs, qui est de dire, finalement, la science a fait son travail, la technologie a fait son travail, l'industrie a fait son travail, maintenant c'est au régulateur de le faire. En fait, les choses sont beaucoup plus mélangées que ça. Donc, la première chose dont il faut sortir quand on aborde ces sujets, il y en a une que Fouzi a évoquée très bien, qui est le fait de partir de l'impact, sachant que l'impact n'est pas toujours facile à mesurer et à définir, mais c'est quand même ce qui doit le guider. Donc, il faut sortir d'une approche, comme on dit en anglais, supply-driven, donc qui est basée sur les solutions en disant on a des solutions qui certainement sont pertinentes, maintenant trouvez-nous le besoin et le modèle économique qui va avec. Donc, cela, nous savons tous maintenant que ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi un travers très naturel dans lequel on entre facilement, on tombe facilement, qui est celui de la linéarité et de la séquentialité. Donc, de se dire, en fait, on définit les projets au fur et à mesure, on a résolu la partie technologique, maintenant on va se préoccuper de l'adoption, on va se préoccuper de l'impact économique, du modèle économique, et puis on va demander au régulateur de faire son travail et de donner le cadre qui permet de le faire. En réalité, tout interagit, c'est-à-dire que le régulateur se trouve souvent dans une situation où effectivement il a une bonne volonté, donc je soutiens tout à fait ce que Fouzi a dit sur le rôle en particulier des autorités publiques au niveau local. Au niveau national, le pouvoir de régulation et de réglementation est plus fort en France, mais le problème est le même, c'est-à-dire que prendre une mesure sur des sujets aussi systémiques et aussi complexes est quand même assez hasardeux. C'est politiquement chargé parfois parce que vous allez forcément induire des contraintes et la notion du gagnant-gagnant perpétuel est assez virtuelle. Mais surtout, une réglementation peut viser trop loin ou peut viser trop court si elle n'est pas elle-même partie de l'expérimentation. Donc en fait, je crois que ce que Fouzi et certainement ce que Jean essaie de faire avec leurs jeunes entreprises, c'est non seulement de développer bien sûr les solutions et les réponses aux questions qui sont comprises, mais c'est aussi de développer avec tous les acteurs, et en particulier l'acteur territorial, la compréhension de l'impact positif et négatif que peut avoir une transition écologique plus ou moins volontariste sur les autres paramètres du système territorial. Donc, par exemple, un des sujets qui ne sera pas résolu par la réglementation entièrement, mais sur laquelle elle a un rôle à jouer, c'est celui de la rentabilité économique de tels équipements. C'est-à-dire que je pense qu'assez peu de gens, heureusement, on est en France et pas dans certains autres pays du monde actuellement, assez peu de citoyens diront non, il ne faut pas agir ou chercher à améliorer la performance climatique de notre pays. La question est de savoir combien peut-on investir pour cela, et le combien n'est pas simplement une question d'investir sur une technologie. Un chargé de plan climat au niveau territorial, généralement, ne manque pas de solutions qui lui soient proposées. Il en a trop, et il ne sait pas comment relier finalement cette offre de solutions de manière très pertinente et de manière systémique aux transformations qu'il a besoin de piloter sur son territoire, qui ne sont pas uniquement des enjeux climatiques. Donc je pense que ce qu'on peut apporter en tant que, non seulement que FinTech, mais plus généralement en tant qu'innovation climatique à la décision publique et au rôle du régulateur, c'est de l'aider non seulement à comprendre les éléments de solution technologiques et industriels qui existent, mais c'est de l'aider à comprendre à quelles questions cela répond, avec quels autres facteurs la technologie et l'industrie doivent interagir, et y compris l'innovation financière doivent interagir pour donner les moyens aux régulateurs de bien calibrer les transformations qu'ils favorisent, mais également à la population en général, de bien saisir en fait la nature des choix qui sont faits par les autorités publiques dans ce cas-là, mais en général par l'ensemble des acteurs publics et privés du territoire. Donc voilà, je pense que c'est un vaste sujet sur lequel on pourra revenir, mais c'est vraiment pour placer l'aspect technologique et notamment l'aspect fintech à sa bonne position. Il est indispensable dans le sens où très souvent il va débloquer, ouvrir un champ de possibilités, ouvrir un ensemble de leviers d'action qui étaient inaccessibles jusqu'à présent. Mais il ne faut pas attendre de la technologie ou de la fintech qu'elle réponde à toutes les préoccupations latentes de la population et du gouvernant. Il ne faut pas attendre non plus du régulateur qu'il débloque en fait, miraculeusement la capacité des fintech et des technologies à répondre aux enjeux climatiques. C'est vraiment un ensemble d'interactions, d'itérations, d'expérimentations qui peuvent permettre d'avancer dans cette direction.
Non, peu de choses à ajouter là-dessus, mais je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire porter le chapeau à celui qui, dans la chaîne, n'a pas l'air d'être aussi impliqué que les autres, alors qu'en fait, c'est vraiment une boucle de rétroaction dans laquelle tout le monde a son mot à dire à chaque étape. Et il faut vraiment que tous les acteurs travaillent en même temps sur ces thématiques pour faire avancer le tout petit à petit. Mais effectivement, ce n'est pas plus la faute du régulateur que de la technologie. En science également, beaucoup de questions ont été explorées, on a trouvé des réponses, mais tout n'est pas fixé, figé, et parfois pas complètement clair ou compris. Donc, le rôle est vraiment réparti entre tous les acteurs. Merci beaucoup. Je me permets encore une fois de dire à nos auditeurs que si on ne nous entend pas bien, il faut nous le signaler. C'est dur de s'en rendre compte de ce côté de l'écran et on veut évidemment que voilà, ce soit le plus pratique et intéressant possible pour vous. Alors, pour continuer donc, dans la partie vision d'ensemble, je vous propose de vous présenter une étude, le premier, je pense, état des lieux du marché des fintech durables qui a été réalisé en Europe. Donc voilà, c'est vraiment une approche de, entre guillemets, d'enquête, cartographie des acteurs. L'avantage de ce type de projet, c'est que ça permet vraiment de se repérer dans le marché, de comprendre ce qui se fait, ce qui marche bien, ce qu'il faut peut-être développer. Voilà, c'est de l'ordre du repérage. Ça a été réalisé par une association qui s'appelle Stockholm Green Digital Finance, qui est un homologue de Finance for Tomorrow, plus axé encore sur la technologie. Enfin, homologue de Finance for Tomorrow, dans le sens où c'est une association qui cherche à développer la finance durable dans son pays, donc ici en Suède, dans le cadre du réseau FC4S, donc Financial Centers for Sustainability. Alors, on me fait signe sur les diapos. Donc, là, on est bien sur la diapo état des lieux du marché des fintechs durables en Europe. Donc FC4S, c'est un réseau de centres financiers voilà, pour le développement durable, on pourrait dire en français, qui a été lancé par l'ONU Environnement dans le cadre du G7 italien il y a déjà 2 ans. Finance for Tomorrow a l'honneur de présider ce réseau avec le Shanghai Green Finance Committee. C'est vraiment des initiatives de finance verte dans le monde qui se rejoignent, qui essayent de développer la finance durable comme le courant dominant de la finance. L'idée, c'est que toute la finance doit devenir durable et qu'en mettant en commun nos expériences, nos difficultés aussi, on peut développer tout ça. Et donc, ce projet a été lancé avec le soutien de EIT Climate Peak, évidemment. Alors, un très rapide point sur cette étude qui vise vraiment donc, à faire une cartographie des fintechs en Europe, donc au croisement de durabilité, finance et technologie. Il y a eu en fait un choix dans l'analyse des technologies analysées. Je pense que voilà, ce sont vraiment celles qui sont matérielles qui ont été analysées, celles qui ont été repérées. C'est une étude qui a été réalisée en 3 semaines avec plus de 250 emails, des recherches Internet et des recherches de rapports. Donc, je vous ai mis sur la slide la répartition par technologie des fintechs qui ont été repérés en Europe. Donc, on voit vraiment le crowdfunding, donc en français, c'est le financement participatif qui est vraiment dominant avec beaucoup de startups dans ce domaine. Voilà, l'avantage du financement participatif, c'est de vraiment impliquer les citoyens, d'avoir une très bonne traçabilité. Les échanges d'énergie, donc ça c'est très lié aussi à l'ouverture du marché énergétique en Europe et c'est très important pour la stabilité des prix et la performance de l'énergie. L'analyse, donc je comprends que c'est l'analyse de données, c'est un besoin essentiel en finance aujourd'hui. Footprint offset, donc c'est en anglais. Donc c'est tout ce qui est empreinte carbone, mesure de l'empreinte carbone et compensation carbone. Green Finance Catalyst, donc l'idée de catalyseur, donc c'est beaucoup des plateformes digitales pour faire un tunnel d'investissement. L'investissement digital,
j'ai pas bien la différence par rapport au crowdfunding, mais je pense que ça se rejoint pas mal. Sustainable currency, donc ça c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup, une innovation majeure en finance, c'est quand même la blockchain et les cryptocurrencies, les crypto-monnaies. Donc de voir que c'est une technologie majeure qui peut s'appliquer à nos sujets, c'est très important. Pay as you go, donc là on est beaucoup dans l'énergie, mais aussi dans la mobilité durable, voilà, on consomme de l'énergie, on paye tout de suite, donc ça crée quelque chose de plus direct qui permet vraiment de faire de la performance énergétique. InsurTech, donc c'est installer de la technologie dans l'assurance. Alors là, surtout, je n'en dis pas un mot de plus. Enfin, Robo-Advice, alors je pense qu'il y a beaucoup de robo-advisors, donc ça, ce sont vraiment des conseillers technologiques pour les épargnants. Je pense qu'il y en a beaucoup en Europe, peut-être qu'il y en a donc assez peu qui intègrent des dimensions de durabilité. Et enfin, AID, non, malheureusement, je pas. Enfin, donc sur le côté, vous pouvez voir la répartition par pays. Donc moi, j'ai les chiffres sous les yeux sans entrer trop dans le détail pour vous donner un ordre de grandeur. Pour la Suisse, on compte 16 fintech. En France, on en compte 13. Donc, je tiens à dire que ça, c'est une analyse au niveau européen et que chaque analyse voilà, fait des choix. Nous, en tant que vraiment acteur local, je pense qu'on pourra en nombrer plus en France encore, donc c'est plutôt bon signe et ça veut dire qu'il y a encore des projets à aller identifier. Ensuite, donc le Royaume-Uni avec 12, l'Espagne avec 11 projets, et puis ensuite, très rapidement, l'Hollande, la Suède, et voilà. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, là, le max à peu près, c'est environ 15 projets par pays, et je pense qu'on peut aller en chercher encore d'autres. L'étude identifie aussi beaucoup d'initiatives qui s'intéressent à la finance durable, donc beaucoup d'équivalents de Finance for Tomorrow, mais aussi des réseaux portés par l'ONU, aussi des universités. Voilà. Et puis ensuite, donc, on a un peu plus de détails par technologie. Donc ça, je pense que on peut peut-être, si vous avez des questions par technologie, on pourra les creuser. Je vais m'arrêter là et me tourner vers les intervenants pour voilà, savoir si vous voulez réagir déjà sur ce projet d'état des lieux, sur le détail par technologie, mais peut-être aussi sur l'intérêt de réaliser ces états des lieux. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, c'est sûr que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il faut avoir un état des lieux un peu dans tous les domaines, histoire de savoir où on en est et ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qui aura le plus d'impact. Moi, quand je vois cette étude, je pense effectivement que si on cherchait localement, on pourrait trouver plus d'acteurs que ça. Mais ça donne déjà une bonne indication, en tout cas sur la répartition peut-être pays par pays. Et effectivement, c'est bien de voir que autant de projets se lancent dans tous ces domaines. Et est-ce que vous, en tant qu'acteur du marché, ce type d'études vous permet de vous repérer un peu par rapport à votre compétition, mais en fait votre marché aussi? Est-ce que c'est une information qui vous est utile vraiment sur votre secteur? Oui, c'est toujours utile d'avoir ce genre d'informations parce qu'on sait, bon, enfin, sur notre secteur très spécifique, on sait en général quels acteurs sont là, mais c'est toujours intéressant de voir sur des secteurs connexes mais qui ne sont pas complètement le nôtre, qui fait quoi, quels sont les acteurs, où sont les financements, qu'est-ce qui intéresse les gens. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de, au moins d'ordre de grandeur en fait. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que le schéma le montre bien. On a un des outils qui aujourd'hui fait presque, non pas l'unanimité, mais qui est reconnu comme étant une réponse à un besoin, c'est le crowdfunding. Il y a énormément de plateformes de financement participatif sur les énergies renouvelables, Enerfic par exemple, mais ça répond bien à un besoin à la base, qui est de la meilleure acceptation des projets d'énergie renouvelable sur le territoire, doit passer par un investissement, une mobilisation de l'épargne locale, et c'est parce que ça répond à un besoin sociétal, ça répond à un besoin aussi, moins de financement, parce que les financements existent, mais c'est le financement comme un outil d'acceptation, comme un outil aussi d'autonomisation au niveau local. Donc, quand le problème est bien cerné, quand il correspond à un élément du débat de société, comme
le développement des énergies renouvelables au niveau local, on voit que ça prend a priori dans la plupart des pays. Les autres sujets sont plus des éléments, des composantes entrant dans la chaîne de valeur de l'industrie financière et bancaire. Mais vraiment, la question, c'est quelle est l'utilité de ces fintechs, et chacun d'entre vous ici, pour ceux qui travaillent sur les territoires, ont conscience maintenant qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées à des débats locaux sur l'implantation d'éoliennes, sur la création de communautés locales, sur les énergies renouvelables. On voit ça, par exemple, sur les déploiements de toitures solaires collectives sur les territoires. Donc, oui, on a besoin de savoir ce qui aujourd'hui est dans ce panorama. Ça peut paraître un peu abscon avec des termes comme digital investment et autres, mais derrière, il y a des outils qu'aujourd'hui, certains d'entre vous utilisent déjà, quoi. Peut-être très brièvement, je pense que cette étude est très intéressante, évidemment, et le fait que ça soit la première montre qu'en fait le sujet est assez neuf au sens où il n'a pas été pensé en termes de connexion entre fintech et transition énergétique de manière analytique et de manière quantitative. Je voudrais juste mettre peut-être pas une nuance, mais une invitation à réfléchir au fait que la maturité d'un marché, ça peut être deux choses. Ça peut être son caractère explicite. Donc, je pense que pour le crowdfunding, on peut dire que ce caractère commence à être assez bien établi. Il y a des histoires, ce que les Anglais appellent des success stories, donc de belles histoires de réussite sur ce champ ces dernières années, qui commencent à rejoindre le corps un peu plus général de la finance. Donc, on peut dire que c'est un sujet qui reste à développer, mais qui est quand même maintenant bien dans la conscience collective, non seulement des financiers, mais également des citoyens. Certains autres secteurs, en fait, ne sont pas encore très développés d'un point de vue quantitatif, ce qui ne veut pas dire que la maturité du besoin n'est pas là. Donc, je pense que voilà, je pense que les sujets, là, les deux sujets qui sont représentés par deux de très belles startups, que ce soit durant la question de la mesure des émissions, dont on pourrait penser, dont certains pensent que c'est un sujet déjà bien connu et déjà réglé, mais qui en fait, oui, il est peut-être réglé scientifiquement, et encore, ça se discute, mais certainement, il ne l'est pas en termes d'appropriation pour la décision, pour les infrastructures, etc. Et sur les questions de résilience et d'adaptation, là, il y a un champ énorme qui va du conceptuel au pragmatique, à l'appropriation, etc. Cependant, le besoin est bel et bien là, il est urgent et il est concret, et les moyens d'action sont en fait potentiellement activables assez rapidement, vraiment sur des échelles de temps qui sont même pas de l'année, mais qui sont du mois. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin, quand on fait ce genre d'études, mais plus généralement quand on s'intéresse au potentiel de développement du marché, mais aussi au potentiel d'impact des fintechs, de se souvenir du fait qu'une grande partie du marché est latent, il est présent, mais il est très difficile à identifier si vous ne faites pas un travail de traduction. C'est-à-dire qu'en fait, énormément d'acteurs des fintechs au sens qui ont une capacité technologique, qui ont une capacité conceptuelle à proposer des outils pertinents pour la transition environnementale, n'ont aucune idée qu'il y a un besoin, premièrement, qu'il y a un lien en fait important entre leur technologie et la transition environnementale, que leur technologie est pertinente et qu'elle est même activable relativement rapidement, parce qu'on a toujours cette idée que les enjeux environnementaux sont très importants au niveau du citoyen et de la conscience collective, mais qu'ils sont très difficiles à activer opérationnellement. En fait, bien sûr, il y a une part de vrai dans ce que je viens de dire, mais en ce qui concerne les fintechs, on entend quand on discute avec des acteurs de la finance verte, plutôt du verdissement de la finance, que des besoins très concrets sont déjà exprimés. Il y a une demande, en fait, d'entrepreneurs, et il y a une demande de technologie très pointue pour répondre à ces besoins. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a toute une chaîne de traduction entre les acteurs de la finance et les technologues, entre les acteurs de la transition environnementale et les financiers, et finalement, entre tout ce monde-là et, comme on le disait tout à l'heure, les citoyens et les preneurs de décision, qui reste à faire, qui doit être fait de manière assez urgente, parce qu'effectivement, on est dans un contexte d'urgence, mais si on le présente de manière positive, en fait, il y a un potentiel de croissance très rapide qui est bel et bien présent. Simplement, ce travail de traduction a besoin d'être fait, et je pense qu'une initiative comme ce sommet virtuel sur le climat est très utile pour cela, parce qu'il s'agit finalement, quand on travaille sur l'innovation climatique comme nous le faisons tous les trois, assez rapidement, on finit par se convaincre implicitement que tout le monde est au courant, que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, ou en tout cas est conscient des urgences.
En fait, c'est à la fois très vrai d'un point de vue, encore une fois, de conscience citoyenne, mais extrêmement faux en termes de mais qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je pense que l'opinion la plus répandue en France, c'est, et en Europe en général, c'est oui, il faut faire quelque chose, non, je ne peux rien faire personnellement. Donc en fait, le crowdfunding, évidemment, est un très bon exemple parce qu'il donne vraiment il met le citoyen au premier plan de l'action, mais le crowdfunding est un élément parmi un certain nombre d'autres et il y a des besoins plus spécifiques et je dirais peut-être moins intuitifs d'action par les fintechs qui peuvent être libérés, mais ils peuvent être libérés par justement ce dialogue collectif et par la compréhension du besoin et de la capacité à agir des acteurs de la technologie, des acteurs de la société, des acteurs réglementaires sur, sur, la transition. Alors, donc, on nous demande d'être plus concret. Il y avait une question qui était posée auparavant par Jean, je crois, qui évoquait une barrière que je ne vous explique pas aussi, c'est le fait que, par exemple, sur Enerfip, on ne puisse pas investir sur des projets qui ne soient pas nécessairement dans notre département. Et j'ai été confronté au même constat. Il y a des projets qui se déroulent actuellement en Rhône-Alpes sur des centrales photovoltaïques villageoises. Et c'est vrai que quand on n'est pas quand les porteurs de projets ont défini le fait qu'il fallait de l'épargne locale, on se dit, bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas en bénéficier. Donc, il appartiendra aux acteurs d'Enerfip d'avoir une pédagogie là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois de voir des outils qui ne permettent pas d'exprimer notre envie de participer à ces sujets. Et je retiens aussi le commentaire qui a été fait juste après. C'est vrai que l'ITA est aussi un outil qui est, lui, plus ouvert et, bon, sans faire de comparaison, c'est typiquement la variété des réponses, l'épargne locale précise ou une épargne plus large qui doit être mobilisée. Super. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de cet échange. On va passer aux actions, aux projets de chacun des intervenants pour développer les fintechs, apporter des solutions pour le financement de la transition énergétique et écologique. Alors, on a quand même encore un peu deux types de projets. Tout d'abord, donc Finance for Tomorrow et Climate Kick qui ont plutôt une action d'animation de l'écosystème, d'identification et de développement. Et ensuite, côté Descartes et Origins.earth, plutôt vraiment des solutions, pas que les premières solutions n'étaient pas concrètes, mais vraiment de terrain, des startups qui sont vraiment sur le marché. Donc, je vais me permettre de commencer. Donc au sein de Finance for Tomorrow, on se demandait comment identifier les fintechs, on se demandait comment les valoriser auprès de l'écosystème, on se demandait aussi comment les soutenir. Et nous est venue l'idée d'un challenge, ce qui en fait est très courant dans le secteur de l'innovation pour les startups, mais qui n'existait pas dans le domaine des fintechs durables. On s'est donc lancé dans un challenge avec la première année ADEME et Climate Kick qui nous a rejoints cette année pour identifier et récompenser des solutions. Notre vision a été de dire que les fintechs durables, c'est nouveau. Il n'y a pas un marché encore très structuré. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était mixer des acteurs de l'écologie, de la transition et des acteurs de l'innovation, les mettre ensemble, que ce soit dans un jury, que ce soit dans l'offre des prix, pour essayer de développer ça ensemble pour tout le monde. Donc, nos partenaires, ce sont Cap Digital, un écosystème de l'innovation, Finance Innovation, qui développe vraiment des fintechs, La Place, qui est un lieu de rendez-vous, un réseau au Palais Brognard pour les fintechs, le Liberté Living Lab, qui est un lieu d'innovation plutôt sociale et technologique, et le Swave, qui est l'incubateur fintech de Paris Senco. Paris Senco est également partenaire plutôt au niveau international cette année avec FC Forest, le Stockholm Green Digital Finance et Tech for Good de Tel Aviv. Alors, plutôt que de trop vous présenter les prix, même si je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre ce qu'on veut faire. Donc, les prix cette année, c'est de l'incubation, de l'accélération, auprès donc des partenaires que je vous ai présentés. L'adhésion est un format d'accompagnement un peu plus léger, mais qui permet vraiment aussi aux startups de se développer.
Et pour l'international, on a plutôt voulu accueillir une start-up à Paris pendant 1 mois grâce à Paris Senco. Donc vraiment, l'idée, c'est voilà, de donner beaucoup d'accompagnement et de possibilités aux acteurs que l'on considère vraiment importants, essentiels dans le financement de la transition. Ce que je vais plutôt faire, c'est revenir un peu sur l'année dernière pour vous présenter les projets qu'on a identifiés. Ça permettra de visualiser aussi un peu ce dont on parle quand on parle de FinTech et ce dont qu'on est capable de faire en France. Donc, je suis honorée de vous dire que le lauréat de l'année dernière, c'est Descartes, donc des produits d'assurance avec des données satellites. On va revenir un peu en détail. Et que le coup de cœur était Origins.Earth, donc des capteurs dans les villes permettent d'apporter la finance durable vers les villes. Donc voilà, vraiment honorée d'avoir pu vous repérer grâce au challenge et de suivre votre développement tout au long de l'année et puis tout ce qui arrive également. Donc, Active Asset Allocation, c'est plutôt utiliser de la technologie pour permettre d'intégrer les considérations climatiques dans la gestion des portefeuilles financiers qui est de plus en plus automatisée sur des volumes très importants. Climate Seed, c'est une plateforme digitale de compensation carbone qui fait vraiment le pari de faciliter la compensation carbone pour les acteurs grâce à une plateforme digitale extrêmement bien présentée et mise en place. Crowd Value, Green Value désormais, c'est un outil d'open source 3.0 d'analyse de la notation et de la reporting ESG. Il s'appuie sur une blockchain qui permet vraiment de mettre en place un protocole de confiance dans l'analyse des projets et qui permet d'avoir une vision décentralisée des projets, des financements. C'est vraiment donc, quelque chose de très novateur dans l'univers de la notation ESG. Money Voice, un projet intéressant qui permet aux consommateurs de s'exprimer sur les projets des entreprises et de noter, c'est une forme de notation ESG également. Ensuite, donc Paygreen, vous avez peut-être croisé ce projet au fur et à mesure de vos paiements en ligne. C'est donc une solution de paiement en ligne qui permet d'apporter une couche, donc c'est un peu comme du don, je crois, qui permet d'apporter une couche de compensation carbone. Enfin, c'est un système de calcul des émissions carbone du e-commerce et qui permet de compenser en direct les émissions carbone en ligne. Alors, il me manque, je pense, un projet. Excusez-moi, je finis tout de suite sur nos projets. Donc voilà, on voit vraiment une vraie diversité de ces projets. Je pense que j'ai fait le tour et s'il m'en manque un que j'ai perdu en cours de route, je reviens vers vous. Voilà. Tam-Tam, est-ce qu'on peut... Je continue. Je vais être très très rapide sur cette partie-là parce que je pense que l'intérêt est vraiment de faire témoigner les startups elles-mêmes. Donc simplement la partie de notre activité qui accompagne les startups est d'une part vraiment de l'accélération. Donc le pari, comme vous l'avez compris, c'est de faire le pari de l'impact et de dire une startup à elle toute seule ne va pas forcément déclencher l'impact, mais peut avoir un rôle de catalyseur et peut avoir un rôle de libérateur de l'impact. Donc, en fait, pour nous, accompagner les startups, c'est d'abord cette motivation d'utilité pour le climat ou de déverrouiller des leviers d'action. Mais c'est aussi, évidemment, l'idée qui paraît évidente, mais qui mérite d'être quand même répétée, que la meilleure idée, si elle n'est pas accompagnée par un développement à l'échelle et par un véritable succès, ne produira pas d'impact, tout simplement. Donc, on a un programme d'accélération qui prend des startups déjà enregistrées, déjà incorporées, comme disent les Anglais, mais qui les prend vraiment assez tôt dans leur développement, qui fait le pari de leur potentiel climat, mais aussi de leur potentiel de développement en tant que startup, et qui les accompagne en 3 phases selon leur degré de maturité. Donc, nous avons un mécanisme d'accompagnement qui est un mécanisme de subvention, si vous voulez, mais ce ne sont pas des chèques en blanc, c'est vraiment un diagnostic personnalisé qu'on fait avec chaque startup, qui permet de voir quels sont ses besoins de développement propre, mais quelles sont aussi ses potentialités non encore exprimées de contribution à la transition environnementale.
Et donc, selon le degré de maturité où elle se trouve, on va se concentrer à la fois sur les besoins propres de la startup, mais aussi sur les connexions possibles avec notre écosystème d'innovation. Donc, ce sont des projets, ce sont des équipes chez nos 400 partenaires à travers l'Europe, qui sont des partenaires industriels, académiques et publics. Et donc, c'est vraiment toute cette agilité, ce dont je parlais un peu tout à l'heure, cette capacité d'itération, cette capacité de faire expérimenter les startups sans leur faire prendre des risques qu'elles ne peuvent pas se permettre de prendre à des stades assez précoces de leur développement. Donc maintenant, je serais content de répondre à toute question sur ce dispositif, mais je pense que l'important, c'est vraiment de passer à la réalité de ces startups. Oui. Alors, désolée, je voudrais juste rajouter un petit point que j'ai oublié. Donc déjà, je remercie beaucoup Climatic pour le soutien au challenge cette année. Et donc, on a fait la 2e édition cette année et les résultats du challenge FinTech for Tomorrow 2019 seront publiés effectivement lors du Climate Finance Day qui est vendredi prochain. C'est dans l'après-midi. On vous fera passer le lien dans le chat et vous êtes tous bienvenus. Donc, pour découvrir les successeurs de Descartes et Origins. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait à Descartes Underwriting. Donc notre constat à la base, ça a été de voir que du fait du changement climatique et d'une meilleure cartographie peut-être des événements extrêmes, on voit une volatilité, une incertitude de plus en plus grande et de plus en plus de dégâts causés à des entreprises humaines, des constructions humaines ou des activités, à des lieux tout simplement. Donc on voit ça, c'est beaucoup de papiers scientifiques, certains publiés par le GIEC, etc., nous montrent une augmentation en fait, des extrêmes climatiques, un peu en fréquence, beaucoup en intensité surtout. Et ce qui se produit donc du point de vue assurantiel dans le monde de l'assurance, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'assurer convenablement tous ces sinistres. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des grands assureurs ont tendance à perdre de l'argent sur l'assurance risque climatique. À partir de ce constat, on s'est dit que ça serait intéressant, compte tenu de l'état actuel des technologies, de revisiter un petit peu ce secteur et de coller un peu plus aux attentes des clients qui sont des paiements plus rapides, des coûts réduits, plus de transparence et des produits d'assurance surtout sur mesure, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on parle de risque climatique. Alors, est-ce que les slides passent bien? Voilà. Voilà, donc l'idée a été de créer cette startup Descartes Underwriting et de nous positionner en tant que Managing General Agency, c'est-à-dire que nous sommes une agence de modélisation de risques naturels dans le domaine de l'assurance et que nous gérons toute la chaîne de valeur de la création de ce produit. Chaîne de valeur qui va donc de la discussion avec les clients, les entreprises qui désireraient s'assurer contre un extrême climatique, jusqu'aux discussions avec les grands groupes d'assurance qui vont porter le risque en utilisant les produits que nous aurons développés. Voilà le domaine d'expertise, peut-être que je peux passer directement à cette partie-là. Nous couvrons toutes les catastrophes naturelles, donc cyclones tropicaux, tremblements de terre, grêle, feu, vagues de chaleur, tout ce qui est naturel, météorologique, climatologique, partout dans le monde, en développant des modèles de prévision, des modèles numériques basés sur tout type de nouvelles technologies, nouvelles ou d'ailleurs pas forcément si nouvelles que ça. Les images satellites existent depuis de nombreuses années. Ce qui change ces dernières années, c'est leur qualité, leur fréquence et vraiment la couverture qu'elles ont. Donc, nous utilisons énormément d'imagerie satellite, de stations météo connectées, d'autres objets connectés. Ça peut être des bouées en mer, ça peut être vraiment tout ce que l'on peut trouver qui a une certaine valeur informative. Voilà, est-ce que les slides passent bien? Et du coup, ce que nous avons mis en place, c'est ces créations de produits et ce qu'on appelle dans le secteur l'assurance paramétrique, c'est-à-dire que ce qui est fait habituellement, l'assurance classique, l'assurance indemnitaire, ce qui se fait d'habitude, en fait, c'est de collecter lorsqu'une personne veut se faire assurer ou lorsqu'un assureur essaye de créer un produit d'assurance,
il collecte les pertes historiques à un endroit. Et lorsqu'un sinistre, il évalue avec ces pertes historiques le risque, et lorsqu'un sinistre arrive chez le client, la compagnie d'assurance dépêche un de ses membres pour aller évaluer les dégâts, et les sinistres sont réglés en fonction des dégâts évalués par la personne. Nous avons choisi ici une approche un petit peu différente, qui est l'assurance paramétrique, et qui n'est possible que depuis quelques années, et qui donc passe complètement outre la partie où une personne de la société d'assurance est dépêchée pour aller évaluer le sinistre. Nous évaluons en fait les sinistres uniquement à partir de données récupérées donc par ces nouvelles sources satellitaires, et ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans les paiements, ce qui permet de proposer des couvertures plus flexibles. Alors, peut-être très rapidement pour finir, avant de laisser la parole aux autres intervenants ici, je vais vous montrer rapidement ce qu'on est capable de faire sur 2 exemples et en quoi cela peut aider à la transition écologique. Donc, vous voyez ici des cartes d'humidité du sol que nous avons pu reconstituer à partir d'imagerie satellite. Et c'est un exemple très concret d'une couverture sur laquelle on a pu travailler. L'objectif a été d'assurer des agriculteurs ici en Croatie contre la sécheresse. Alors pourquoi c'est important et qu'est-ce qui est en lien ici avec le changement climatique ou avec la transition écologique? C'est que sans ces assurances, les agriculteurs ne peuvent pas obtenir la plupart du temps de subventions. Les banques ne leur prêtent pas d'argent s'ils veulent par exemple passer leur agriculture en agriculture biologique. Ils ont forcément des coûts, et ces coûts, ils sont obligés du coup, pour les couvrir d'emprunter de l'argent à la banque, et la plupart du temps, s'ils ne sont pas assurés, ils ne peuvent pas emprunter, les banques leur refusent des prêts. Et donc le fait d'avoir des produits d'assurance ici sur mesure, qui ne couvrent que leurs risques et pas autre chose, qui sont donc du coup à un prix plus abordable pour eux, leur permet de s'assurer et leur permet de passer ici, en l'occurrence, leur agriculture, leur exploitation en agriculture biologique. On a un autre très gros domaine d'activité qui est le. Ici, je vous montre sur les slides 3 secteurs extrêmement utiles d'un point de vue renouvelable. Ce sont donc les barrages, les éoliennes et les panneaux solaires. C'est la même chose ici que le cas précédent. Donc, nous pouvons créer des produits d'assurance ici pour protéger ces acteurs contre un manque de précipitation, par exemple pour les barrages, ce qui fait que le barrage s'arrêterait de tourner, un manque de vent pour les secteurs éoliens, ou un manque de rayonnement solaire pour les panneaux solaires. On peut même imaginer d'autres périls. Par exemple, les panneaux solaires sont très sensibles à la grêle. Lorsque des grosses grêles tombent, des parcs entiers de panneaux solaires peuvent se retrouver complètement détruits. Et du coup, le fait de créer des produits d'assurance designés pour ces acteurs leur permet ici d'être assurés et d'obtenir des financements pour que ces projets puissent voir le jour. Voilà, je pense avoir fait un tour assez complet là-dessus. Je vais laisser la parole à Claude. Très bien, merci. Alors, je vais faire absolument l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais partir de la technologie, puis après, j'irai sur les problèmes. Donc, je pense que ça mérite un peu le détour d'évoquer quel était le propos de départ d'Origin Earth. Le propos de départ n'a pas été de développer un nouveau service sous frais de propriétaire, parce que voilà, on a identifié une solution plus avancée que ce qui existe sur le marché. Notre propos était dès le départ avec Suez, Climate Kick, mais aussi l'Organisation météorologique mondiale, un acteur comme la Ville de Paris, des acteurs comme le World Business Council for Sustainable Development. Mon point est de vous dire que notre sujet a été d'emblée de se dire quelle est la boîte à outils de nouvelle génération pour mesurer, informer, cibler et valoriser l'impact des trajectoires de transition bas carbone des territoires. Et on a donc été rapidement confronté au fait qu'il n'existe pas aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de ce qui peut exister dans les déchets, dans la qualité de l'air, dans l'eau, dans la mobilité, de système d'information qui est à l'échelle du temps de l'urgence climatique. On ne peut pas se permettre d'avoir une information avec un décalage par rapport
rapport à la conduite des feuilles de route ou des territoires. Et donc, comment essayer de resynchroniser les systèmes d'information sur la transition climatique avec ce qui se passe, qui est fait sur le territoire. Ne serait-ce que pour rendre justice à l'action qui sont menées, dont on ne connaît pas toujours l'impact ou la capacité à pouvoir se déployer sur d'autres territoires. Donc, pour cela, on est parti d'un constat simple, c'est que il est peut-être que la science climatique, telle qu'elle existe aujourd'hui, et on doit dire que la France est particulièrement bien dotée en acteurs de la science climatique. Descartes Underwriting, je pense que Jean, tu t'es présenté, mais tu viens du LMD à la base. Oui. Voilà. L'Institut Pierre-Simon Laplace est une place importante pour l'étude du climat dans le monde. Et nous, on est parti voir le LSCE, qui est un voisin du LMD, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire historiquement piloté par Jean Jouzel, où on s'est dit, aujourd'hui, comment pourrait-on avoir de l'information en temps continu sur les émissions de CO2 ? Et un peu surpris, il y a 2-3 ans, de voir qu'en fait, il existe des choses. Il existe des choses qui sont publiées depuis presque le milieu des années 90, voire même avant, sauf que c'est resté dans le domaine académique pour plusieurs raisons. À la fois, les capteurs qui permettent d'avoir une estimation du profil d'émission du territoire, ce sont des Rolls-Royce ultra pointus qui n'ont pas nécessairement un modèle économique derrière. Donc, l'ordre de grandeur du capteur de concentration de CO2, c'est de l'ordre de 100 000 euros. Pourquoi ? C'est parce que simplement, on appelle des CRDS, une marque qui s'appelle Picaro, qui fait ça. Pourquoi ? Parce que mesurer le CO2 dans une ville, c'est pas mesurer simplement une émission, c'est mesurer le delta d'un stock de CO2 qui s'est accumulé sur un siècle. Les NOx, les PM, le SO2 sont des polluants à durée de vie courte. Donc, les capteurs, la technologie permet de mesurer un signal, un épisode, et puis on a suffisamment la trace de ça. Pour le CO2, il s'agit donc d'identifier un signal, un delta de concentration, grosso modo sur d'une heure, par exemple, sur un siècle. Donc, on est à peu près à détecter un signal d'une heure sur pas loin d'1 million d'heures. Un siècle, ça fait à peu près 900 000 heures. Ça fait à peu près 1 pour 1 million, 1 ppm. Donc, on avait besoin de capteurs qui soient de l'ordre du ppm. Donc, vous savez, aujourd'hui, on a à peu près 407, 408, 410 ppm. Donc, on avait besoin d'avoir une technologie qui soit à la hauteur de ce niveau de détail. Et donc, avec le LSCE, on a identifié une nouvelle possibilité de mesurer avec cette précision dans des conditions économiques plus réalistes. Et donc, on a pu développer avec eux un projet de capteur qui nous amène non pas à des coûts de 100 000 euros unitaires, mais plutôt de l'ordre une division par 10 ou par 15 du coût. Donc, pour le coup, cet outil scientifique de pointe devient, de certaine façon, accessible en exploitation urbaine. Et un peu comme un réseau de qualité de l'air où on n'a pas besoin d'avoir un capteur à chaque coin de rue pour savoir ce qui se passe sur le territoire, une quinzaine de capteurs, par exemple, pour l'agglomération parisienne, suffit. Donc, on a déjà une possibilité de pouvoir avoir cette information qui nous indique, jour après jour, mois après mois, quelles sont les tendances à l'œuvre. Est-ce qu'on ressent l'incidence des mesures qui sont prises sur le territoire, ces investissements qui sont réalisés? Est-ce qu'on en a le signal? Est-ce qu'il y a des nouveaux phénomènes qui apparaissent dans les transports, des choses qu'on a mal identifiées? Quelle est la réalité de l'impact de la rénovation? Quelle est la sensibilité du territoire à des événements de type accueil d'événements internationaux? Quel est donc, ce métabolisme du territoire par rapport au CO2, on le connaît mal, et grâce aux études de longue date qui ont été réalisées par le LSCE, c'est depuis 2010, parce que ces capteurs de haute précision existent sur le territoire parisien de longue date, notamment avec l'appui de la Primétique. Donc on a un bon historique qui va montrer que finalement, on a cette information. Voilà. Et pour nous, on a essayé de voir finalement cette information en temps continu, localisée et
je dirais, avec cette réactivité, quels pouvaient être les usages. Je vais vous faire un peu un retour en arrière à chaque fois. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet, c'était juste avant la COP 21, donc c'était en 2014. Et en tant qu'à l'époque consultant pour les collectivités locales, on regardait l'enjeu de la COP 21. L'enjeu de la COP 21, c'était notamment de voir quelle serait la place des villes dans la mise en œuvre de l'accord sur 2020-2030. Et donc, dans ce rôle de conseil, on s'est rendu compte que la place des villes qui préexistait, c'est-à-dire le protocole de Kyoto, avait été négligeable. C'est-à-dire que si on prend tout le financement que le protocole de Kyoto a permis via ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre, crédit carbone volontaire dans le cadre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, les villes ont perçu moins de 1% de l'ensemble des crédits carbone, alors qu'elles couvrent 70% des émissions de CO2. Donc, je ne sais pas si c'est une fintech de penser à mettre en relation les financements et la responsabilité, mais il y a un gap énorme entre l'accès à la finance carbone ou d'autres types de financement, y compris même les green bonds, les emprunts obligataires verts pour les villes, et leur poids dans le système. Donc, notre sujet a été de dire peut-être que l'une des barrières principales qui a été identifiée du manque d'accès des villes à la finance climatique, c'était ce qu'on appelle le MRV, le fait de pouvoir mesurer, reporter et vérifier les émissions. Et d'où le fait d'avoir, premièrement, un système qui permet de mesurer et identifier où sont les potentiels, où sont les gisements, c'est déjà faciliter la création de paquets de projets qui vont potentiellement plus intéresser le secteur financier parce qu'ils seront à l'échelle. Donc le fait de pouvoir mesurer, ça permet d'une part d'avoir une connaissance de l'impact qu'on va chercher, mais aussi de mieux agréger ces projets à la bonne échelle, permettant de leur donner un accès à cette finance. Ce n'est pas l'objectif de ce qu'on développe aujourd'hui, principalement à Paris. Sur Paris, on est vraiment sur la logique de mettre en place déjà ce premier système d'information et de le tester en temps continu. Mais derrière l'enjeu financier, il est évident comment la mesure peut rendre justice à l'action climatique des villes. Aujourd'hui, une grande partie des villes mettent en place des programmes de rénovation énergétique, des programmes de mobilité durable. Elles n'ont pas le premier euro de retour de leur propre impact. Alors que des usines, des entreprises qui sont sur leur territoire, elles ont la possibilité, si elles sont sous quota CO2 ou si elles sont dans une démarche volontaire, de valoriser leur impact CO2. Donc, la technologie qui est développée dans ce cadre-là, il vient répondre à la fois à mettre en place un nouveau tempo dans la communication et dans l'information au sein de la collectivité, mais aussi, à moyen terme, ce n'est pas notre objectif principal, mais on l'a bien en ligne de mire, de pouvoir, je dirais, valoriser au mieux l'action publique qui aujourd'hui n'a pas accès à ces systèmes de financement. Donc, vraiment, notre préoccupation, c'est d'apporter cette science climatique à l'échelle des territoires, permettant à la fois d'agréger des projets intéressants et par ailleurs de les valoriser à terme. Voilà ce que je pouvais dire sur un peu notre feuille de route. Elle est extrêmement ambitieuse, mais bien heureusement, on ne l'amène pas seul. Comme je vous l'ai dit, on l'amène avec l'Organisation météorologique mondiale. Donc, Origin Earth est aujourd'hui un projet, un service pour prendre l'expression flagship, c'est-à-dire un peu projet étendard et illustratif de ce qui se fait. Et pour votre bonne information, nous travaillons au fait que ce type d'approche de mesures scientifiques pour les territoires puisse rentrer dans un cadre normatif international. Alors j'ai dit oui, alors je réponds à la question, la part des villes dans les émissions de CO2, c'est 70%. Et c'est pour seulement 1% du financement capté, dont je réponds à la question de Olivier, c'est 1% des financements captés dans le cadre du protocole de Kyoto, mais c'est 10 à 15% dans le cadre des green bonds, des emprunts obligataires verts. Donc, grosso modo, il y a une asymétrie importante, quoi qu'il arrive, entre la responsabilité et la responsabilité des émissions et l'accès au financement. En plus, c'est une très bonne transition.
puisque on peut continuer sur la partie questions pour voilà, enfin, on va essayer de répondre aux questions qui ont émergé pendant la présentation. Donc, nous, on s'était dit que voilà, pour finir, on voudrait finir sur une discussion ouverte sur les perspectives de développement des fintechs, comment renforcer leur impact. Et c'est vraiment une question ouverte pour tous les panélistes pour conclure cette session. Donc, je reviens un peu sur le chat pour essayer en même temps de bien répondre à vos questions. Alors, je remonte. Donc, bonjour à tous. On nous entend bien. Donc, il y avait la question de la réglementation. Est-ce qu'on a besoin d'une réglementation plus incitative ou plus de soutien pour le développement des fintechs? L'étude du FC4S, je pense qu'on vous l'a envoyée, mais on peut effectivement vous envoyer l'étude du FC4S et l'invitation pour le challenge la semaine prochaine. Et puis, chacun peut envoyer des documents, bien sûr. Donc, les boucles avec le régulateur et le législateur. Donc, on voit que la question du régulateur est importante. Hein, on le perçoit facilement. Alors, une question. il y en a quand même beaucoup, donc je voudrais juste qu'on les ait un peu à l'esprit. Donc, les types de financement manquants ou restants à développer, donc les types de financement, qu'est-ce qui peut vous aider et quels secteurs d'activité de la transition sont sous-investis. Donc ça, on a pas mal d'informations là-dessus. Quelle appropriation des ODD par les acteurs du crowdfunding. On revient sur la typologie de financement. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont mieux adaptées à certains secteurs ou tailles de projet? Sur Enerfip, le fait de ne pouvoir investir que dans des projets, dans des départements limitrophes, c'est un frein inexplicable. Alors, on a l'explication, mais peut-être pas la justification. C'est en lien avec le régulateur. Quel premier potentiel en particulier? Ça, j'ai pas le... Je pense qu'il faut le contexte. À nouveau sur le crowdfunding. Donc, ce sont les porteurs qui réservent les premières tranches aux investisseurs locaux parce qu'il faut en faire des ambassadeurs. C'est effectivement un élément de réponse. Où sont les escrocs de ces projets? Escrocs, c'est un compte particulièrement. La part des villes. Ok, donc j'ai fini le tour des questions. Donc c'est surtout sur les typologies de financement dont on a besoin, les types de financement manquants et les secteurs de la transition. Et puis voilà, les questions sur les limites sur le crowdfunding, à mon sens, c'est une obligation du régulateur qui veut favoriser l'investissement participatif local. Est-ce que ça se justifie à voir? Alors. Alors peut-être sur la question de la régulation, moi je l'aborderai sous l'angle, je dirais, de la vocation que peut avoir la régulation. Elle doit être incitative, elle doit permettre de savoir quand on investit dans un projet durable, s'il est réellement durable. Ça, c'est le débat de la taxonomie et l'Union européenne avance là-dessus pour faire en sorte que on sache où on met notre épargne, où on met ces investissements vont avoir de l'impact. Donc ça, je dirais, c'est la régulation. Là où je voulais en venir, c'est, je pense qu'il manque pas mal d'innovation dans la régulation. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, si sans parler de fintech, mais de parler de financement local, de financement de la transition énergétique, la capacité pour les collectivités locales à sortir du cadre pour pouvoir innover en matière d'incitation fiscale avec leur propre fiscalité, que ce soit taxe foncière, taxe d'habitation, que ce soit ne serait-ce que la façon dont le débat peut se faire, le dialogue peut se faire entre les collectivités locales et l'État sur la répartition ou la juste part des territoires en matière de fiscalité carbone. Là, il y a des outils, il y a de l'innovation à faire, la réglementation doit nous aider à le faire. Et mon propos, c'est simplement de dire que on pourra déployer des solutions intelligentes parties des besoins des territoires qu'à la condition qu'on accepte en France le droit à l'expérimentation, le droit à l'adaptation. Ça, c'est un point important.
la Constitution ne le reconnaît dans son article 113 que pour les DOM-TOM et la Corse, pour des raisons d'insularité, pour des raisons de spécificité. Il a considéré que les potentiels énergies renouvelables, les potentiels en efficacité énergétique sont aussi différents sur les territoires, que les intentions et les filières sont différentes sur le territoire, et que l'innovation fintech ou autre ne pourra se diffuser que si on autorise aussi, on laisse un peu les collectivités locales pouvoir développer ces nouveaux modèles. Donc, il y a dans la loi NOTRe des potentiels qui sont, des fenêtres qui sont ouvertes sur le droit à l'expérimentation. J'ai en tête ce qui est fait pour le territoire zéro chômeur. Le territoire zéro chômeur, c'est de l'expérimentation locale où on change le modèle économique de l'accompagnement des chômeurs de longue durée. Et faisons peut-être quelque chose d'un peu plus large, comme des territoires zéro chômeur, zéro carbone. Et ça, il y a vraiment besoin que la réglementation joue son rôle d'incitation à l'innovation. Donc, il y avait aussi la question des typologies de financement, peut-être des besoins de financement innovants qui pourraient servir le développement des fintechs. Alors, juste une petite parenthèse sur la question des secteurs sous-investis de la transition écologique. Le rapport Canfin-Zawati sur la base des travaux de l'Institut pour l'économie du climat et de l'ADEME particulièrement, donc le rapport Canfin-Zawati publié l'année dernière, identifiait 4 secteurs clés où les technologies sont disponibles mais où le manque d'investissement est très important, qui sont la mobilité, le transport, la mobilité durable, l'efficacité énergétique, le biogaz qui est parmi les énergies renouvelables un peu le parent pauvre, et enfin l'agroécologie. Donc vraiment mener la transition écologique dans le secteur de l'agriculture. Donc là c'est au niveau français, mais on peut extrapoler assez facilement, je pense. Voilà, donc en termes de perspective pour le développement des fintechs durables et le renforcement de leur impact, est-ce que voilà, sur un manque de type de financement, peut-être quelles modalités de financement sont plus adaptées à certains projets? Est-ce qu'on peut apporter une réponse aux auditeurs, même si ce n'est qu'un début de réponse? Non, pas forcément. Bah, moi, j'ai peut-être des idées. En fait, donc ça, au-delà de la transition écologique, souvent les startups ont finalement besoin donc déjà de capital patient, de prendre un peu de temps. C'est très difficile en fait de passer de l'idée au prototype. Il y a vraiment une zone de flou. Quand on n'a rien, si on n'a pas d'argent, love money, mais voilà, d'argent propre, d'argent des proches, et ben en fait, il faut vraiment partir à la chasse aux subventions, vraiment aux personnes qui vont croire dans l'innovation avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la partie qui est très difficile. Et c'est pour ça que des acteurs vraiment qui soutiennent l'innovation dès le stade de l'idée sont essentiels pour les développeurs. Donc je pense à ce type de financement. Après, nous, ce qu'on défend beaucoup, c'est les financements publics-privés. L'idée que vraiment, au sein d'une même structure, pour un même projet, il faut un mélange de subventions, de soutien public, ça peut être des garanties, ça peut être des aides, ça peut être des aides, et de l'argent privé. C'est vraiment la conjonction de toutes les possibilités d'investissement qui va permettre le développement des projets. J'ai un peu une autre idée qui me reviendra. J'ai fait une intervention en parallèle, une sorte à la fois d'alerte et puis de conditions pour qu'il y ait de la confiance autour de FinTech, pour qu'elles soient considérées comme durables. Il y a tout un débat sur le fait de faciliter, par exemple, la compensation. C'est un des secteurs d'offsetting, un des secteurs de la FinTech. Il est important que les acteurs de la FinTech se saisissent d'une taxonomie transparente et participent à la pédagogie. Ça veut dire quoi? La compensation telle qu'elle est parfois présentée peut donner le sentiment que par un petit effort financier, voilà, ben on règle le problème de sa propre empreinte carbone. Et le débat doit être ouvert sur le fait que la compensation ne peut pas se faire via ces leviers si derrière on n'a pas une réalité physique.
je plaide pour ma paroisse, quand on mesure sur un territoire une tonne de CO2 en plus, le fait de planter un arbre à l'autre bout de la planète, c'est très bien. Mais la tonne de CO2 qu'on va récupérer via la reforestation, elle n'est pas sur la même échelle de temps, elle est sur 40 ans, alors que l'impact d'émission, il est immédiat. Et l'échéance, c'est 2030. Donc, il est important que les acteurs de la FinTech reconnaissent ou donnent de la valeur à ce qui est fait localement et ce qui est fait avec de l'impact. Et donc, une tonne de CO2 en moins en ville, ça coûte beaucoup plus cher qu'un arbre à planter, je ne sais où. Le rôle de l'arbre est important, il est indéniable, il est structurant, mais il faut qu'on arrête, qu'on soit vigilant à ne pas mettre en parallèle de l'action locale où la tonne de CO2, si on la regarde réellement, l'efficacité énergétique, la tonne de CO2, elle est plutôt à 50 voire 100 euros la tonne, dans les réalités. Les énergies renouvelables, ça veut dire de 30-40 euros la tonne. La compensation de la reforestation, c'est quelques euros, voire quelques centimes d'euros. Donc, il est important que les acteurs de la finance durable mettent la vraie valeur, à la fois pour le coût de l'action locale, mais aussi regarder la réalité de l'impact de ce qu'on met derrière. Donc, il y a encore, avec certains outils de la finance, de la FinTech, je dirais une appréhension. Il faut utiliser ces outils pour pouvoir les réorienter là où la réalité du combat climatique doit se faire, c'est, on a parlé des 70%, c'est dans les villes, quoi. Donc, ça ne doit pas nous faciliter l'allègement de l'esprit, quoi. Ok. Alors, oui, alors je vois le commentaire sur le droit à l'expérimentation. Oui, ben, on est exactement là-dedans. Il y a besoin de laisser aux collectivités locales la possibilité de mettre en place ces expérimentations, parce que, une fois de plus, les DOM ont permis d'expérimenter de nouveaux modèles. La Martinique et la Guadeloupe ont mis en place des réglementations spécifiques qui a montré que, par exemple, on pouvait, la collectivité pouvait avoir un rôle dans la façon dont les projets d'énergie renouvelable allaient se déployer sur le territoire. C'est un peu moins le Far West. Et c'est un peu moins la règle du premier arrivé, premier servi en matière d'accès au réseau électrique. Donc, vraiment, il y a un sujet sur l'innovation qui est aussi cette capacité à donner aux collectivités locales et aux acteurs locaux ce droit d'initiative. Très bien. Écoutez, merci à tous pour votre suivi, pour votre intérêt. On espère avoir pu vous donner des informations tant sur le secteur que sur les solutions spécifiques, que sur les besoins de développement des fintechs durables. On a bien noté l'intérêt pour l'accès à des documents, donc on vous envoie ça au plus vite. Pour rappel, la conférence sera en replay. L'élément que j'oubliais tout à l'heure sur le financement, c'était voilà, vraiment cette idée que le marché de l'innovation climatique n'est pas encore complètement identifié comme tel. Donc, ce n'est pas évident pour des entrepreneurs en fintech intéressés par le climat pour se lancer spécifiquement sur le sujet. Et c'est bien pour ça qu'on est heureux d'animer ce genre de conférence pour donner de l'information sur ce sujet, pour donner envie à des d'entrepreneurs de se mobiliser et pour inciter les acteurs qui en sont capables à les soutenir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et merci à nouveau aux panélistes présents ce matin avec moi. Au revoir, merci à tous. Au revoir.